Je m'appelle Sarah Mitchell, et j'ai maintenant 28 ans. Ce que je m'apprête à vous raconter, c'est l'histoire de la façon dont j'ai perdu ma famille à 13 ans, et comment j'en ai trouvé une véritable, dans l'endroit le plus inattendu. Ceci n'est pas une histoire de pardon, ni de réconciliation. C'est une histoire de justice, de conséquences, et de la différence entre les personnes qui s'appellent parents, et celles qui méritent réellement ce titre. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lors de cette cérémonie de remise des diplômes lorsque ma mère biologique est restée figée sur son siège, tandis que 847 personnes me regardaient honorer la femme qui m'a réellement élevé, je dois vous ramener là où tout a commencé. Retour à l'hôpital Saint-Marie, chambre 314, par un après-midi de mardi en octobre, alors que je n'avais que 13 ans. Je me souviens de l'odeur exacte de cette chambre d'hôpital, un mélange d'antiseptique et d'une note florale, provenant du désodorisant qu'ils utilisaient. J'étais assise sur la table d'examen, mes jambes ballantes parce que j'étais encore petite pour mon âge, vêtue de l'une de ces blouses en papier qui ne se fermait jamais correctement dans le dos. Le docteur Patterson venait de finir d'expliquer mon diagnostic à mes parents, une leucémie lymphoblastique aiguë. Ils appellent cela le type de cancer infantile le plus courant, a-t-il dit, mais c'est aussi l'un des plus traitables. Avec une chimiothérapie agressive, le taux de survie est d'environ 85 à 90%. De bonne chance, répétait-il, de très bonne chance. Ma mère, Linda, était assise sur la chaise en plastique près de la fenêtre, fixant un poing sur le mur. Mon père, Robert, se tenait debout, les bras croisés, le visage devenant de plus en plus rouge à chaque minute. Ma sœur aînée, Jessica, 16 ans à l'époque, envoyait des SMS sur son téléphone, prêtant à peine attention. Le protocole de traitement sera intensif, a continué le docteur Patterson, en affichant des graphiques sur sa tablette. Nous envisageons environ 2 à 3 ans de chimiothérapie. La première phase est la thérapie d'induction, qui dure environ 1 mois. Sarah devra être hospitalisée pendant la majeure partie de cette période. Ensuite, nous passerons aux phases de consolidation et de maintenance, qui peuvent être effectuées en ambulatoire, mais nécessiteront des visites fréquentes à l'hôpital. Combien ça coûte ? Ce fut la première chose que mon père a dite. Pas est-ce qu'elle va s'en sortir, ni que pouvons-nous faire pour l'aider ? Juste, combien ? Le docteur Patterson s'est raclé la gorge. Avec votre assurance, vous serez responsable d'environ 20% des coûts. Sur l'ensemble du traitement, cela pourrait représenter entre 60 000 et 100 000 euros de votre poche. Mais nous avons des programmes d'aide financière, et des plans de paiement. Le rire de mon père fut dur et froid. Vous êtes en train de me dire que nous devons payer 100 000 euros parce qu'elle est tombée malade. Robert, a dit ma mère doucement, mais elle ne m'a pas regardé. Elle ne m'avait toujours pas regardé depuis l'annonce du diagnostic. Monsieur, je comprends que ce soit accablant, a dit le docteur Patterson. Mais le pronostic de Sarah est excellent. Avec un traitement, elle a toutes les chances de vaincre cette maladie, et de vivre une vie tout à fait normale. Jessica s'inscrit dans des universités l'année prochaine, a dit mon père, comme si le médecin n'avait pas parlé. Yale, Princeton. Elle a obtenu 1520 au SAT. Nous économisons pour son éducation depuis sa naissance. La pièce est devenue silencieuse. Le docteur Patterson nous a regardés, mes parents et moi, visiblement mal à l'aise. Nous devrions peut-être discuter de cela en privé. Sarah n'a pas besoin d'eux. Sarah a besoin de comprendre la réalité, lui a coupé mon père. Il m'a finalement regardé, et il n'y avait rien dans ses yeux, pas d'amour, pas d'inquiétude, juste un calcul froid. Nous avons 180 000 euros dans le fonds pour l'université. C'est pour l'éducation de ta sœur, pour son avenir. Nous n'allons pas gaspiller cela pour des factures médicales. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, et cela n'avait rien à voir avec le cancer. Il existe d'autres options, a dit le docteur Patterson, la voix tendue. Des programmes d'État, l'aide caritative, Medicaid. Nous ne voulons pas de charité, est intervenue ma mère soudainement, une étincelle de fierté animant enfin son visage. Qu'est-ce que les gens penseraient de nous ? Que êtes-vous en train de suggérer ? A demandé le docteur Patterson, et je pouvais entendre l'incrédulité s'insinuer dans son ton professionnel. Mon père m'a regardé pendant un long moment. Elle a 13 ans. Elle peut être émancipée, devenir pupille de l'État. Ensuite, elle sera éligible à une couverture complète par Medicaid, et cela ne touchera pas à nos finances. Les mots n'avaient aucun sens, au début. Je continuais d'attendre qu'ils disent qu'ils plaisantaient,
qu'il était juste stressé et qu'il ne le pensait pas. Mais il restait là, les bras toujours croisés, le visage figé dans sa détermination. « Vous ne pouvez pas être sérieux », a dit le docteur Patterson. « Nous avons un autre enfant auquel nous devons penser », a dit ma mère, et sa voix était défensive maintenant, comme si elle était la victime dans cette situation. Jessica a un avenir. Elle va accomplir de grandes choses. Nous ne pouvons pas laisser, elle a fait un geste vague dans ma direction, ceci détruire tout ce que nous avons construit. Maman. Ma voix est sortie petite, enfantine. J'ai peur. Elle m'a regardé alors, enfin. Tu iras bien, Sarah. Le médecin a dit que le taux de survie est bon. Tu seras traité, tu iras mieux, et quand tu auras 18 ans, tu pourras organiser ta propre vie. Mais nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir de Jessica pour cela. Je suis ta fille, ai-je chuchoté. Et Jessica aussi, a rétorqué mon père. Et elle a vraiment du potentiel. Elle va devenir médecin ou avocate. Elle est brillante. Toi, il a marqué une pause, me dévisageant de haut en bas, tu as toujours été moyenne. Des notes moyennes, moyennes en tout. Nous n'allons pas détruire un avenir prometteur pour un avenir moyen. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, mais seulement si vous vous sentez vraiment connecté à ce récit. Je crée ce contenu pour partager des expériences réelles, et votre soutien m'aide à continuer. Le docteur Patterson s'est levé brusquement. Je vais vous demander de quitter mon bureau, pendant que je parle à Sarah en privé. Nous sommes ses parents, a commencé ma mère. Sortez maintenant, la voix du docteur Patterson était devenue froide et dure, où j'appelle la sécurité et les services sociaux. Ils sont partis. Jessica a suivi sans même m'accorder un regard, toujours sur son téléphone. La porte s'est refermée derrière eux, et soudain, je ne pouvais plus respirer. Tout le poids de ce qui venait de se passer s'est abattu sur moi, et j'ai commencé à sangloter de grands sanglots saccadés qui faisaient trembler tout mon corps. Le docteur Patterson a rapproché sa chaise, et a attendu que je puisse respirer à nouveau. Sarah, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Ce que tes parents viennent de dire, ce n'est pas correct. Ce n'est pas légal, et ça n'arrivera pas. J'appelle les services sociaux dès maintenant. Tu ne quitteras pas cet hôpital sans qu'un plan soit en place pour te donner la priorité. Tu comprends? J'ai hoché la tête, en essuyant mon visage avec les mouchoirs rêches de l'hôpital. Tu as un cancer. C'est terrifiant, et ça va être difficile. Mais tu vas vaincre cela, et tu vas le faire entouré de gens qui tiennent réellement à toi. Je te le promets. Il a tenu sa promesse. En moins d'une heure, une assistante sociale nommée Margaret était dans la pièce. En moins de 2 heures, il m'avait transféré dans une chambre d'oncologie pédiatrique, et m'avait officiellement admise pour le traitement. Et en moins de 3 heures, mes parents avaient signé des documents de garde temporaire d'urgence, m'abandonnant ainsi officiellement à l'État. Ils n'ont même pas dit au revoir. Cette première nuit dans le service d'oncologie pédiatrique fut la plus sombre de ma vie. J'étais allongé dans ce lit d'hôpital, relié à une perfusion, entouré de machines qui bipaient et bourdonnaient, et je me sentais plus seul que je ne l'aurais jamais imaginé. Je n'avais plus peur du cancer, j'avais peur que personne ne se soucie de savoir si je vivais ou si je mourais. C'est alors que Rachel est entrée pour l'équipe de nuit. Rachel Torres avait 34 ans, elle était infirmière en oncologie pédiatrique, et travaillait à Saint-Marie depuis 8 ans. Elle avait des cheveux bruns bouclés, attachés en une queue de cheval pratique, des yeux marrons chaleureux, et un sourire qui atteignait réellement ses yeux. Elle n'était pas belle de manière conventionnelle, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui vous faisait vous sentir en sécurité. « Salut, Sarah », a-t-elle dit, en vérifiant mon dossier. « Je m'appelle Rachel, et je serai ton infirmière de nuit. Comment te sens-tu ? » Terriblement mal, ai-je répondu honnêtement. Elle a tiré une chaise et s'est assise, m'accordant toute son attention. « Oui, j'ai entendu ce qui s'est passé avec tes parents. C'est... Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire à quel point c'est révoltant. J'ai recommencé à pleurer. Il semblait que je ne faisais que pleurer, ce jour-là. Rachel ne m'a pas dit d'arrêter, ni que tout irait bien. Elle m'a simplement tendu des mouchoirs, et a attendu. Quand je me suis enfin calmé, elle a dit, « Je ne vais pas te mentir, Sarah. Les prochaines années vont être difficiles. Le traitement contre le cancer est éprouvant. Mais tu sais quoi ? Tu es plus forte que le cancer.
Tu es plus forte que des parents qui ne te méritent pas. Et tu n'es pas seule. Je serai là à chaque étape du chemin. Tu ne me connais même pas, ai-je dit. Pas encore. Mais je vais apprendre à te connaître. Et j'ai le sentiment que tu es quelqu'un d'assez remarquable. Cette nuit-là, après avoir terminé sa tournée, Rachel est revenue dans ma chambre avec un jeu de cartes. Nous avons joué à Go Fish jusqu'à 2 heures du matin, et elle m'a raconté sa vie. Elle était divorcée, n'avait pas d'enfant. Elle avait toujours voulu être mère, mais cela n'avait pas fonctionné. Elle vivait dans une petite maison à 15 minutes de l'hôpital, possédait un chat nommé Pancake, et était obsédée par les podcasts de faits divers criminels. Pourquoi infirmière, lui ai-je demandé à un moment donné. Mon petit frère a eu une leucémie quand j'avais 18 ans, a-t-elle dit doucement. Il l'a vaincu. Il a 28 ans maintenant, il est marié, il a un enfant. Mais je me souviens de ce que c'était que de le regarder subir le traitement. Je me souviens des infirmières qui ont fait une différence, et de celles qui faisaient juste leur travail. Je voulais être de celles qui font une différence. Est-ce que tes parents l'ont abandonné? La question est sortie avant que je ne puisse m'en empêcher. Dieu, non. Toute ma famille s'est mobilisée autour de lui. Mes parents se sont ruinés pour payer les choses que l'assurance ne couvrait pas, et ils ne se sont jamais plaints. C'est ce que font les parents, Sarah. Les vrais parents. Au cours du mois suivant, alors que je subissais la chimiothérapie d'induction, Rachel est devenue plus que mon infirmière. Elle est devenue mon avocate, ma protectrice, et mon amie. Quand j'étais trop malade pour manger, elle s'asseyait avec moi et me racontait des histoires jusqu'à ce que la nausée passe. Quand j'ai perdu mes cheveux, elle m'a montré des photos d'elle-même lors de sa propre phase capillaire désastreuse au lycée, jusqu'à ce que je ris. Quand je faisais des cauchemars à l'idée d'être seule pour toujours, elle me tenait la main jusqu'à ce que je me rendorme. Mes parents n'ont pas visité une seule fois. Mon assistante sociale, Margaret, a dit qu'ils avaient signé les documents de renonciation totale, abandonnant tous leurs droits parentaux. Jessica était occupée par la préparation du SAT et ses inscriptions à l'université. J'étais vraiment livré à moi-même. Sauf que je ne l'étais pas, car Rachel était là. Au 28e jour de mon séjour à l'hôpital, lorsque la phase d'induction fut terminée et que j'étais en rémission, le docteur Patterson est entré avec de bonnes nouvelles. Tu réagis magnifiquement au traitement, Sarah. Nous pouvons passer aux soins ambulatoires maintenant. Tu devras revenir régulièrement pour la chimio, mais tu n'auras plus à vivre ici. Où ira-t-elle? A demandé Rachel immédiatement. Elle n'était techniquement plus de service, mais elle était restée tard, comme elle le faisait souvent. En famille d'accueil, a répondu Margaret. Elle était là aussi, coordonnant toujours mon placement. J'ai une famille en vue. Ils ont de l'expérience avec les besoins médicaux. Je veux la prendre. Tout le monde a regardé Rachel. Je veux être sa famille d'accueil. Je suis déjà agréé. J'ai suivi la formation il y a 2 ans, mais je n'ai jamais eu de placement. Je peux le faire. Je veux le faire. Margaret et le docteur Patterson ont échangé des regards. Rachel, c'est un engagement à long terme. 2 années supplémentaires de traitement intensif, puis des années de surveillance. Je sais. Je veux le faire. Si Sarah veut venir chez moi. Elle m'a regardé, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu chez un adulte depuis longtemps, de l'espoir, de l'amour, de l'engagement. Oui, ai-je dit. S'il vous plaît. Les formalités administratives ont pris 1 semaine de plus. Pendant ce temps, Rachel a apporté des photos de sa maison, m'a parlé de la chambre qui serait la mienne, et m'a interrogé sur mes préférences pour les couleurs de peinture et la décoration. Elle faisait des projets comme si j'étais là de façon permanente, pas temporaire comme si j'étais sa fille, pas seulement un placement en famille d'accueil. Le 15 novembre, exactement un mois après mon diagnostic, Rachel m'a emmené dans sa petite maison de 3 chambres sur Maple Street. Elle portait mon unique sac d'affaires, tout ce que je possédais au monde et m'a conduite à l'intérieur. Voici ta chambre, a-t-elle dit, en ouvrant une porte au 2e étage. Je suis entré et je me suis arrêté. Les murs étaient peints d'un lavande doux, ma couleur préférée, que j'avais mentionné une fois en passant. Il y avait un nouveau lit avec une couette violette, une étagère déjà remplie de romans pour jeunes adultes, et un bureau près de la fenêtre. Sur le bureau se trouvait une photo encadrée de Rachel et moi à l'hôpital, souriant toutes les deux à la caméra.
bienvenue à la maison, Sarah, a dit Rachel doucement. J'ai éclaté en sanglots pour ce qui me semblait être la 100e fois ce mois-là. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir. Rachel m'a entouré de ses bras et m'a serré fort pendant que je pleurais. Tu es en sécurité maintenant. Tu es à la maison, et je ne vais nulle part. Elle a tenu cette promesse, elle aussi. Les 2 années suivantes furent difficiles. On ne peut pas édulcorer la chimiothérapie, c'est brutal. Mais Rachel a rendu cela supportable. Elle m'a conduite à chaque rendez-vous, m'a tenu la main pendant chaque perfusion, et est restée assise avec moi pendant chaque crise de nausée. Elle a appris à cuisiner tous les aliments fades que je pouvais tolérer pendant le traitement. Elle m'a acheté des bonnets et des écharpes douces quand je me sentais mal à l'aise à cause de ma tête chauve. Elle m'a aidé à suivre mes cours grâce à un programme scolaire à domicile. Mais plus que cela, elle m'a donné de la stabilité, une structure, et de l'amour. Chaque matin, même lors de mes pires journées, Rachel entrait dans ma chambre et disait « Bonjour, ma belle. C'est un cadeau de voir ton visage. » Chaque soir, peu importe l'heure à laquelle son service se terminait, elle rentrait et venait voir comment j'allais, s'asseyant sur mon lit pour écouter le récit de ma journée. Les bonnes semaines, nous allions au cinéma ou au parc. Les mauvaises semaines, nous nous installions sur le canapé avec des couvertures pour regarder des émissions de télé-réalité atroces. Elle ne s'est jamais plainte du coup. L'assurance couvrait la majeure partie de mon traitement, mais il y avait toujours des dépenses, les franchises, les médicaments, les aliments spéciaux, et les fournitures. La maison de Rachel était petite et modeste, et j'ai appris plus tard qu'elle avait pris une 2e hypothèque pour couvrir certains frais. Elle ne me l'a jamais dit à l'époque, elle s'assurait simplement que j'avais tout ce dont j'avais besoin. 6 mois après le début de mon traitement, Rachel m'a fait asseoir à la table de la cuisine avec une expression sérieuse. Mon cœur a sombré. Est-ce qu'elle me renvoyait en famille d'accueil? Avait-elle changé d'avis? Sarah, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Je veux t'adopter légalement, de façon permanente. Pas seulement rester ta famille d'accueil. Je veux que tu sois ma fille. Ma vraie fille. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête en pleurant, et Rachel a pleuré aussi, et nous sommes restés enlacés dans cette cuisine jusqu'à ce que Pancac le chat devienne jaloux et réclame de l'attention. Le processus d'adoption a pris 4 mois de plus. Mais le jour de mon 14e anniversaire, je suis officiellement devenu Sarah Torres. Rachel a organisé une petite fête avec quelques-uns de ses amis, et quelques enfants que j'avais rencontrés via le groupe de soutien de l'hôpital. Nous avons mangé du gâteau au chocolat, je passais une bonne semaine et je pouvais enfin garder de la nourriture, et Rachel m'a offert un collier avec un pendentif où nos 2 initiales étaient entrelacées. Tu es à moi maintenant, a-t-elle dit, en attachant le collier autour de mon cou. Pour toujours. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour moi. Quand j'ai eu 15 ans et que j'ai enfin terminé le traitement actif, entrant dans la phase de maintenance avec seulement des contrôles mensuels, Rachel m'a de nouveau fait asseoir pour une discussion sérieuse. Tu as manqué presque 2 ans d'école normale. Tu as du retard académique, et ce n'est pas ta faute. Tu t'es battu pour ta vie. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu es brillante, Sarah. Je t'ai vu dévorer ces livres, poser des questions qui font réfléchir les médecins, et résoudre des problèmes d'une manière qui m'épate. Tu as tellement de potentiel, et je ne vais pas laisser le cancer, ou la cruauté de tes parents biologiques, te voler cela. Elle m'a inscrite à un programme de cours avancés en ligne, et a engagé un tuteur. Elle restait éveillée tard pour m'aider avec des devoirs qu'elle comprenait à peine. Elle célébrait chaque petite victoire, chaque à un examen, chaque concept que je maîtrisais, chaque objectif que j'atteignais. Pourquoi fais-tu tout ça, lui ai-je demandé un jour, alors qu'elle s'endormait sur mes devoirs de calcul à 23 heures. Tu travailles à plein temps. Tu es épuisé. Pourquoi me pousser autant? Elle a levé les yeux, et son regard était farouche. Parce que tes parents biologiques t'ont dit que tu étais moyenne, que tu n'avais aucun potentiel, que l'avenir de ta sœur valait la peine d'être sauvé et pas le tien. Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Nous allons leur prouver qu'ils ont tort. Tu vas accomplir des choses extraordinaires, Sarah Torres, et le monde entier va le savoir. À 16 ans, j'avais rattrapé le niveau de ma classe. À 17 ans, j'étais en avance,
suivant des cours de niveau universitaire. La maison de Rachel était toujours remplie de livres, de matériel d'études, et de l'odeur du café alors que nous travaillions côte à côte, elle sur ses revues de soins infirmiers, moi sur mes devoirs de terminale. Mais ce n'était pas seulement une question d'études. Rachel s'assurait que j'ai aussi une vie. Elle m'emmenait à des concerts, des musées, et des pièces de théâtre. Elle m'a appris à cuisiner et m'a laissé faire des désastres monumentaux dans la cuisine. Elle m'a présenté à ses amis, qui sont devenus mes tantes et oncles. Elle s'est assurée que j'aille en thérapie pour assimiler tout ce que j'avais traversé. La guérison n'est pas seulement physique, disait-elle souvent. Ton cœur a aussi besoin de soins. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai reçu le feu vert définitif après 5 ans de la part du docteur Patterson, signifiant que j'étais officiellement en rémission avec un risque de rechute minime, Rachel m'a emmené dans notre restaurant préféré. Entre les pâtes et les graissins, elle a sorti une petite boîte. Je sais que tu es techniquement une adulte maintenant, et que tu n'as plus besoin de moi comme tutrice légale, mais je veux que tu saches que tu es ma fille. Ça ne changera jamais. Que tu vives ici ou que tu partes loin, que tu aies 18 ans ou 80 ans, tu es mon enfant, pour toujours. À l'intérieur de la boîte se trouvait une bague, simple et en argent, sertie de nos 2 pierres de naissance. Pour te rappeler que tu n'es jamais seul, a dit Rachel. J'ai porté cette bague chaque jour. Durant ma dernière année de lycée, Rachel et moi avons commencé à parler sérieusement de l'université. Mes notes étaient exceptionnelles, une moyenne générale parfaite, des scores maximum aux examens de fin d'études, et d'excellents résultats au SAT. Je m'étais découvert une passion pour la médecine pendant mon traitement, voulant être comme le docteur Patterson et Rachel, quelqu'un qui aide les gens à traverser leurs moments les plus sombres. Je veux postuler à Johns Hopkins, ai-je dit à Rachel un soir. Leur programme de pré-médecine est l'un des meilleurs du pays, et leur école de médecine. C'est un rêve. Johns Hopkins était aussi incroyablement cher. Même avec les aides financières, ce serait difficile. Rachel n'a pas hésité. Alors c'est là que tu vas postuler. On trouvera l'argent. Tu postules à Hopkins, et tu vas être accepté. Elle avait raison. En mars de ma terminale, j'ai reçu ma lettre d'acceptation de l'université Johns Hopkins, accompagnée d'une bourse d'études substantielle. Entre la bourse, les subventions et les prêts fédéraux, le coût était gérable. Rachel a insisté pour couvrir mes frais de subsistance. Tu te concentres sur tes études, a-t-elle dit. Je m'occupe du reste. Pas de mais. Tu vas devenir médecin. Tu vas sauver des vies. Tu vas être extraordinaire. Cela vaut chaque centime. J'ai pleuré en ouvrant cette lettre d'acceptation, et Rachel a pleuré avec moi. Nous l'avions fait. Ensemble, nous avions prouvé que tout le monde avait tort. J'ai passé 4 ans à Johns Hopkins, travaillant plus dur que jamais. La pré-médecine était brutale, chimie organique, physique, biologie et des laboratoires sans fin, des mémoires et des examens. J'appelais Rachel presque chaque soir. Parfois juste pour entendre sa voix, parfois pour pleurer à cause d'une mauvaise note ou d'une journée difficile. Tu peux le faire, me disait-elle à chaque fois. Tu es Sarah Torres. Tu as vaincu le cancer. Tu peux tout vaincre. Pendant ma 2e année, je suis rentré pour les vacances de Noël et j'ai remarqué que Rachel semblait fatiguée, plus mince. Je lui ai demandé si elle allait bien, elle a balayé ma question d'un geste de la main. Je fais juste des gardes supplémentaires pour aider avec tes dépenses. Je vais bien, ma puce. J'ai appris plus tard qu'elle travaillait 50 à 60 heures par semaine, acceptant chaque garde supplémentaire possible pour s'assurer que je n'ai jamais à m'inquiéter pour l'argent. Elle ne m'a jamais demandé de prendre un travail ou de contribuer. Elle s'est simplement épuisée au travail pour que je puisse me concentrer sur mes études. À ma 3e année, j'étais en tête de ma promotion. À ma dernière année, je postulais dans des écoles de médecine et j'obtenais des entretiens dans des programmes prestigieux. Et l'école de médecine de Johns Hopkins m'a accepté. 4 années de plus, ai-je dit à Rachel au téléphone quand j'ai reçu mon acceptation. Encore 4 ans et je serai le docteur Torres. Je suis si fier de toi que j'ai l'impression que je pourrais exploser, a dit Rachel, et je pouvais entendre les larmes dans sa voix. Tes parents biologiques n'ont aucune idée de ce qu'ils ont perdu. Ils m'ont perdu, ai-je acquiescé. Mais je t'ai gagné, toi. Je dirais que c'est moi qui ai fait la meilleure affaire. L'école de médecine était encore plus intense que le premier cycle.
Les cours étaient acharnés, les stages cliniques épuisants, la pression énorme. Mais j'adorais ça. J'aimais apprendre comment le corps humain fonctionne, comment diagnostiquer les maladies, et comment aider les gens à guérir. Je me suis spécialisé en oncologie, voulant aider les enfants comme celui que j'avais été. Rachel était présente à chaque étape, ma cérémonie de remise de la blouse blanche, mon premier jour de stage clinique, mon jour d'affectation en internat. Elle était toujours là, toujours fière, toujours solidaire. Et à travers tout cela, 13 ans d'études, des centaines de kilomètres entre nous, d'innombrables nuits stressantes et des journées difficiles, je n'ai jamais eu de nouvelles de mes parents biologiques. Pas un seul appel, email, ou SMS. Ils étaient passés à autre chose, et moi aussi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. En avril de ma 4e année de médecine, j'ai reçu la nouvelle que j'avais été choisi comme major de promotion, valedictorian. Sur 120 étudiants brillants, j'avais le meilleur classement académique, les meilleures évaluations cliniques, et le dossier de recherche le plus solide. Je devais prononcer le discours des étudiants lors de la remise des diplômes. J'ai appelé Rachel immédiatement. Maman, j'ai une nouvelle. Elle avait commencé à me demander de l'appeler maman pendant ma 2e année d'université. Tu es ma maman, avais-je répondu. La seule qui compte. C'est quoi la nouvelle, mon bébé? Je suis major de promotion. C'est moi qui fais le discours à la remise des diplômes. Rachel a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Puis elle s'est mise à pleurer et à rire, et parlait si vite que j'avais du mal à la comprendre. Je suis si fier de toi. Tellement, tellement fier. Ton discours va être incroyable. Tu vas changer le monde, Sarah. Je l'ai toujours su. La remise des diplômes était prévue pour le 20 mai. Rachel a demandé son congé des mois à l'avance. Elle s'est acheté une nouvelle robe. Elle a invité tous ses amis et mes tantes et oncles, les gens qui étaient devenus ma famille. Ça allait être une véritable fête. 2 semaines avant la remise des diplômes, j'ai reçu un email du coordinateur des événements de l'université. En raison de mon statut de major de promotion, j'étais autorisé à soumettre des noms supplémentaires pour les places réservées, au-delà de l'allocation standard de 2 invités. J'ai immédiatement ajouté des noms, Rachel, bien sûr, plus 6 de ses amis les plus proches qui étaient devenus ma famille. Le coordinateur a répondu rapidement, nous avons en fait une demande supplémentaire pour votre section réservée. Linda et Robert Mitchell nous ont contactés, affirmant être vos parents et demandant des places. Devons-nous les ajouter à votre liste? J'ai fixé cet email pendant 5 bonnes minutes. Linda et Robert Mitchell. Mes parents biologiques. Les personnes qui m'avaient abandonné à 13 ans, qui m'avaient dit que j'étais moyenne et que je ne valais pas la peine d'être sauvée, qui avaient choisi le fonds pour l'université de ma sœur plutôt que ma survie. Ils voulaient venir à ma remise de diplôme. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Rachel. Maman, mes parents biologiques veulent venir à la remise des diplômes. Il y eut une longue pause. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Une partie de moi a envie de leur dire d'aller au diable. Une autre partie veut qu'ils voient ce que je suis devenu malgré eux. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? C'est ton jour, ma chérie. Ton accomplissement. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Mais si tu veux mon avis? Laisse-les venir. Laisse-les voir exactement ce qu'ils ont jeté. Laisse-les voir la femme que tu es devenue, avec une vraie mère à tes côtés. J'y ai réfléchi pendant longtemps. Puis j'ai répondu par email, oui, ajoutez-les à la section réservée. Je voulais qu'ils soient là. Je voulais qu'ils voient. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou d'examens finaux, de cartons pour mon appartement, et d'écriture de mon discours de major de promotion. Je n'ai pas dit à Rachel ce que j'avais prévu de dire, je voulais que ce soit une surprise. Le 20 mai s'est levé, radieux et clair. La cérémonie de John Hopkins se tenait à la Royal Farm Arena de Baltimore, avec plus de 10 000 places assises. Les diplômés de toutes les écoles médecine, soins infirmiers, santé publique, tout Hopkins seraient là, ainsi que leurs familles. Je suis arrivé tôt pour le rassemblement des diplômés. Ma blouse blanche était repassée, mes cordons d'honneur parfaitement ajustés. Je portais le collier de Rachel, celui avec nos initiales entrelacées, et la bague qu'elle m'avait offerte pour mes 18 ans. Alors que nous nous organisions par école et par classement académique, l'un des coordinateurs de l'événement s'est approché de moi. Docteur Torres?
Il nous appelait déjà docteur, même si nous n'avions pas encore officiellement reçu le diplôme. Vos invités sont assis dans la section A, rangée 3. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Non, merci. Je suis prête. La cérémonie a commencé avec pompe et circonstance. Littéralement, ils ont joué les marches traditionnelles de remise de diplôme. Nous sommes entrés en file indienne, 120 étudiants en médecine, en blouse blanche et coiffés de leur toque. L'arène était comble, remplie par les familles des diplômés et les professeurs. Les flashs des appareils photo crépitaient partout. J'ai aperçu ma section en passant devant. Rachel était assise au premier rang, le visage déjà baigné de larmes de joie, portant sa nouvelle robe et serrant un bouquet de fleurs. À côté d'elle se trouvaient ses amis, mes tantes et oncles, la famille que je m'étais construite. Et 2 sièges plus loin, raides et l'air mal à l'aise, se tenaient Linda et Robert Mitchell. Mes parents biologiques. Je ne les avais pas vus depuis 15 ans. Ma mère paraissait plus vieille, plus grise, plus usée. Mon père avait pris du poids et perdu ses cheveux. Ils avaient l'air ordinaires, peut-il rien à voir avec les figures terrifiantes de mes souvenirs d'enfance. Ils ne m'ont pas regardé quand je suis passé, ils semblaient scruter le programme, cherchant probablement à savoir où leur autre fille était assise dans la foule. Il ne leur était pas venu à l'esprit que les places réservées étaient pour moi. La cérémonie a progressé à travers les discours habituels, mots de bienvenue du doyen, allocution du président de l'université, remarque de l'orateur principal, un chirurgien de renom. Puis, ce fut le moment du discours des étudiants. Et maintenant, a dit le doyen, en s'avançant vers le pupitre, j'ai l'immense honneur de présenter notre major de promotion, l'étudiante choisie pour représenter la promotion 2026 de l'école de médecine Johns Hopkins. Elle a terminé major de sa classe, a mené des recherches révolutionnaires en oncologie pédiatrique, et a impressionné chacun de ses professeurs par sa compassion, son intelligence et son dévouement. Mesdames et messieurs, le docteur Sarah Torres. L'arène a explosé sous les applaudissements. Je me suis levé et j'ai marché vers la scène, le cœur battant à tout rompre. En montant les marches, j'ai vu Rachel debout, applaudissant si fort qu'elle devait avoir mal aux mains, les larmes coulant sur son visage. J'ai aussi vu mes parents biologiques. Ils s'étaient soudainement figés, fixant leur programme. La main de ma mère était restée suspendue à mi-chemin de sa bouche. Mon père était devenu blême. Il venait de comprendre. Je suis arrivé au pupitre et j'ai ajusté le micro. 10 000 personnes me regardaient. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai commencé. Merci, doyen Morrison. À nos distingués invités, à la faculté, aux familles, et plus important encore, à mes camarades diplômés, félicitations. Nous avons réussi. Applaudissements et acclamations. Quand j'avais 13 ans, on m'a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique aiguë. Je me souviens d'avoir été assise dans cette chambre d'hôpital, terrifiée, me demandant si j'allais vivre ou mourir. Je me souviens du médecin expliquant les options de traitement, les taux de survie, et le long chemin à parcourir. Et je me souviens du moment où j'ai réalisé que je devrais parcourir ce chemin seul. L'arène était devenue silencieuse. Tout le monde écoutait. Mes parents biologiques ont fait un choix, ce jour-là. Ils ont décidé que ma vie ne valait pas la peine d'être sauvée, que le coût du traitement était trop élevé, que l'éducation universitaire de leur autre fille était plus importante que ma survie. Ils m'ont abandonné dans cette chambre d'hôpital, et je ne les ai plus jamais revus. J'avais 13 ans, j'étais chauve à cause de la chimiothérapie, terrifié et seul. Je pouvais voir ma mère biologique dans l'assistance. Elle était devenue complètement livide, sa main était désormais plaquée sur sa bouche. Mon père fixait ses genoux, refusant de lever les yeux. Autour d'eux, les gens commençaient à chuchoter, jetant des regards dans leur direction. Mais je ne suis pas resté seul longtemps. Parce qu'une infirmière en oncologie pédiatrique nommée Rachel Torres, j'ai marqué une pause, en regardant directement Rachel, qui sanglotait ouvertement maintenant, a vu une enfant effrayée qui avait besoin d'une famille. Et elle ne s'est pas contentée de me soigner comme sa patiente, elle m'a accueilli chez elle. Elle m'a tenu la main pendant la chimiothérapie. Elle m'a fait rire quand j'avais envie d'abandonner. Elle m'a appris que la famille n'est pas une question de biologie, c'est une question de présence. C'est une question d'amour. C'est croire en quelqu'un, même quand cette personne ne croit plus en elle-même. Rachel s'est caché le visage dans les mains, les épaules secouées par les pleurs. Rachel m'a adopté quand j'avais 14 ans. Elle a fait des gardes doubles pour subvenir à mes besoins.
Elle est restée éveillée tard pour m'aider à rattraper le travail scolaire que j'avais manqué. Elle m'a dit que je pouvais être tout ce que je voulais, accomplir tous mes rêves. Quand j'ai dit que je voulais aller à Johns Hopkins, elle a répondu « Alors c'est là que tu iras ». Et me voilà. L'assistance a applaudi. J'ai attendu que le calme revienne. J'ai vaincu le cancer. J'ai terminé le lycée avec les honneurs. J'ai passé ma licence en 3 ans. J'ai excellé en école de médecine. Je vais devenir oncologue pédiatrique, pour aider les enfants comme celui que j'étais. Et j'ai fait tout cela parce qu'une femme a cru en moi. Une femme m'a montré ce qu'est le véritable amour. J'ai retiré ma toque, brisant le protocole, mais je m'en fichais. Ce diplôme appartient à Rachel Torres. Cet accomplissement est le sien autant que le mien. Elle m'a sauvé la vie, pas seulement du cancer, mais de l'idée que je ne valais rien. Elle m'a appris que je mérite d'avoir ma place dans ce monde, que je mérite de rêver grand, et que je mérite d'être aimé. J'ai regardé directement mes parents biologiques pour la première fois. Ma mère pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de joie, c'était des larmes de prise de conscience. Mon père refusait toujours de lever la tête. À mes parents biologiques, qui sont ici aujourd'hui, j'ai marqué une pause, laissant ces mots pénétrer l'audience, pour que chacun dans cette arène sache exactement de qui je parlais. Merci de m'avoir appris ce qu'il ne faut pas être. Merci de m'avoir montré que les titres ne font pas la famille. Merci de m'avoir abandonné, pour que je puisse trouver ma véritable mère. Le silence était assourdissant. Et à maman j'ai regardé Rachel, qui était debout maintenant, une main pressée sur son cœur. Merci pour chaque sacrifice. Merci pour chaque nuit blanche, chaque rendez-vous médical, et chaque larme que tu as essuyée. Merci de m'avoir choisi quand personne d'autre ne l'a fait. Merci d'être ma maman. Tu es la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je t'aime. C'est pour toi. L'arène a littéralement explosé. Applaudissements, cris, gens debout, le bruit était assourdissant. Mais je ne regardais que Rachel, qui pleurait si fort qu'elle avait du mal à tenir debout, soutenue par ses amis. Elle a articulé sans un bruit, « Je t'aime », et je lui ai répondu de la même façon. Et j'ai regardé mes parents biologiques. Ma mère était prostrée, le visage figé dans un masque d'horreur et de chagrin. Mon père avait la tête entre les mains. Autour d'eux, les gens avaient compris qui ils étaient, et les regards qu'ils recevaient n'étaient pas tendres. Ils étaient venus pour voir leur fille abandonnée obtenir son diplôme. Au lieu de cela, ils avaient été publiquement identifiés comme les gens qui avaient préféré l'argent à la vie de leur enfant. J'ai terminé mon discours, les parties sur la médecine, notre responsabilité envers les patients, notre serment de ne pas nuire. Mais le vrai message avait déjà été délivré. Quand je suis revenu à mon siège, mes camarades se sont levés pour m'applaudir. Plusieurs d'entre eux m'ont serré dans leurs bras au passage. Le reste de la cérémonie fut un flou, la remise des diplômes, le changement de côté du pompon, la sortie solennelle. Je ne pensais qu'à une chose, rejoindre Rachel. Après la cérémonie, il y eut une réception dans la salle adjacente. J'ai été immédiatement assailli par des camarades, des professeurs et des inconnus qui me félicitaient pour mon discours. À travers la foule, j'ai aperçu Rachel qui se frayait un chemin vers moi. Quand elle m'a rejointe, nous avons toutes les deux craqué. Nous nous sommes serrés fort au milieu de cette réception bondée et nous avons pleuré, sans nous soucier de qui nous regardait. Tu n'avais pas besoin de faire ça, a sangloté Rachel. Tu n'avais pas à me donner tout le mérite. Si, je le devais. Parce que c'est la vérité. Absolument tout. Je suis si fier de toi. Tellement, tellement fier. Nous avons été interrompus par le doyen Morrison, qui voulait des photos, puis par des journalistes locaux qui avaient eu vent de mon discours et voulaient des interviews. À travers tout cela, Rachel est restée à mes côtés, sa main dans la mienne. J'ai revu mes parents biologiques une dernière fois, à l'autre bout de la salle. Ils étaient seuls, personne ne s'approchait d'eux, et ils me regardaient de loin. Ma mère avait l'air de vouloir s'approcher, mais elle semblait trop effrayée. Mon père paraissait en colère, le visage cramoisi. Ils ne se sont pas approchés. Après environ 20 minutes, ils sont partis. J'ai appris plus tard ce qui s'était passé, grâce à une série de messages vocaux et d'emails reçus les jours suivants. Apparemment, après m'avoir abandonné 15 ans plus tôt, mes parents avaient effectivement investi toutes leurs ressources dans l'éducation de Jessica. Elle était allée à Yale en école de droit. Elle avait obtenu un poste très bien rémunéré dans un cabinet d'avocats d'affaires.
Elle avait rencontré et épousé un riche banquier d'affaires. Mes parents vivaient grâce au soutien financier que Jessica leur fournissait, ayant dépensé toutes leurs économies pour ses études et leur fonds de retraite pour l'aider à acheter une maison. Mais 6 mois avant ma remise de diplôme, le mari de Jessica avait été pris dans une affaire de délit d'initié. Il est allé en prison. Jessica a perdu son emploi dans le scandale qui a suivi. Leur maison a été saisie. Jessica, désormais ruinée et déshonorée, ne pouvait plus subvenir aux besoins de mes parents. Mes parents étaient venus à ma remise de diplôme en espérant renouer le contact, espérant que leur fille abandonnée avait réussi au point de pouvoir les aider. Ils avaient vu mon nom comme major de promotion et s'étaient dit que c'était une opportunité. Au lieu de cela, ils ont été publiquement humiliés devant 10 000 personnes. Le premier message vocal de ma mère, laissé le soir même, « Sarah, c'est maman. Je sais ce que tu dois penser de nous, mais nous avions peur. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Mais tu réussis si bien maintenant, et nous sommes si fiers. Et nous avons pensé que peut-être nous pourrions. Nous avons besoin d'aide. Jessica ne peut plus nous aider et nous risquons la saisie immobilière, et nous avons pensé que, puisque tu es médecin maintenant. S'il te plaît, rappelle-moi. » Je l'ai supprimé. L'email de mon père, 2 jours plus tard, « Sarah, ta mère est dévastée. Tu nous as humiliés en public. Nous avons pris la meilleure décision possible à l'époque, compte tenu de notre situation. Tu t'en es bien sorti, donc visiblement nous n'avons pas ruiné ta vie comme tu le prétends. Nous sommes tes parents. Tu nous dois au moins une conversation. Appelle-nous. » Je n'ai pas répondu. Pendant les 2 semaines suivantes, ils ont appelé 47 fois. Ils ont envoyé des emails, des SMS, et des messages via les réseaux sociaux. Chacun était un mélange de culpabilisation, d'exigence, et de demande d'argent à peine voilée. Ils avaient entendu dire que les diplômés de Johns Hopkins obtenaient des postes d'interne très bien payés. Ils savaient que j'allais bientôt gagner de l'argent de médecin. Ils pensaient que je pourrais les aider. Le 15e jour, j'ai envoyé un seul email. Vous m'avez dit quand j'avais 13 ans que vous ne pouviez pas vous permettre d'avoir un enfant malade. Vous avez dit que Jessica avait du potentiel et pas moi. Vous m'avez abandonné quand j'avais le plus besoin de vous. Rachel Torres est devenue ma mère, ma famille, mon tout. Je ne vous dois rien. Ne me contactez plus jamais. J'ai bloqué leurs numéros, bloqué leurs adresses e-mail, et j'ai continué ma vie. C'était il y a 3 ans. J'ai 31 ans aujourd'hui, et je termine ma spécialisation en oncologie pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Je suis exactement là où je veux être, faisant exactement ce pourquoi je suis faite. Rachel est toujours à Baltimore, elle travaille toujours comme infirmière, bien qu'elle soit passée à temps partiel. Elle me rend visite souvent, et je rentre à la maison dès que je le peux. Nous nous parlons tous les jours. C'est ma maman, ma meilleure amie, mon héroïne. J'ai entendu par une connaissance commune quelqu'un qui connaissait ma famille biologique que mes parents ont perdu leur maison il y a 2 ans. Ils vivent dans un petit appartement et survivent grâce à la sécurité sociale. Jessica a apparemment déménagé à l'autre bout du pays, et a cessé de leur parler après qu'ils ont continué à lui réclamer de l'argent qu'elle n'avait pas. Je ne ressens rien quand j'entends ces nouvelles. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, pas de tristesse. Ce sont des étrangers pour moi désormais. Ils ont fait leur choix il y a 15 ans, et j'ai fait le mien il y a 3 ans, lors de cette cérémonie. Parfois, les gens me demandent si je regrette ce discours, si je pense avoir été trop dur, ou si j'envisage une réconciliation. Je ne regrette rien. Ce discours n'était pas une vengeance, c'était la vérité. Il s'agissait d'honorer la femme qui m'avait sauvé, et de s'assurer que le monde sache à quoi ressemble le véritable amour. Il s'agissait de montrer à chaque enfant abandonné qui nous regardait qu'il peut survivre, s'épanouir, et réussir malgré les gens qui ont renoncé à lui. Rachel m'a appris que la famille se choisit, qu'elle n'est pas subie. Que l'amour est une action, pas seulement des mots. Que le fait d'être présent chaque jour compte bien plus que de partager le même ADN. Je suis le docteur Sarah Torres. J'ai vaincu le cancer. Je suis devenu médecin. Je sauve des vies, tout comme le docteur Patterson et Rachel ont sauvé la mienne. Et j'ai fait tout cela sans les gens qui m'ont dit que je ne valais pas la peine d'être sauvé. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Si vous regardez ceci et que vous avez été abandonné, rejeté,
ou que l'on vous a dit que vous ne valiez pas l'investissement, s'il vous plaît, écoutez-moi, ces gens ont tort. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens qui sont incapables de la voir. Votre potentiel n'est pas limité par des gens qui vous ont sous-estimé. Trouvez votre Rachel. Trouvez les personnes qui vous voient, qui croient en vous, et qui sont là pour vous. Construisez votre famille choisie. Et ensuite, prouvez à chaque personne qui a douté qu'elle avait tort, en devenant exactement la personne que vous êtes censé être. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Et à Rachel, maman, si tu regardes ceci, merci pour tout, pour toujours. Je t'aime.